Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Welcome. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Intensément, c'est le show potentiel. Potentiellement, c'est le show potentiel. Alors, je ne sais pas trop par où commencer tellement il y a de choses à dire. J'ai découvert Mitsu il y a 2 ou 3 ans, une vidéo qui débunkait l'idée reçue qu'il est difficile de se faire des amis japonais. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je vous expliquerai ça un jour, mais là, on a besoin de faire une vidéo qui tienne moins de 2 heures. Voilà. Depuis, je suivais la chaîne de ce vidéaste, musicien, modèle, présentateur TV, youtubeur qui nous partage sa vie au Japon où il habite depuis plus de 13 ans. La qualité de la réalisation, l'authenticité, ses introspections et puis sa vision profonde et critique de la vulgarisation de la culture japonaise à ses centaines de milliers de followers est ce qui rend la chaîne de ce jeune artiste et nouveau papa hyper intéressante, en tout cas pour moi. Et puis il y a quelques mois, Mitsu a fait une vidéo sur la santé mentale au Japon et sur sa propre lutte contre l'anxiété et la dépression. Et là j'ai dit ah. Et il y a quelques semaines sur sa chaîne secondaire, plus intimiste, il nous donnait des news sur sa santé mentale et on apprenait que le psychiatre japonais qui le suit depuis 1 an lui avait conseillé de faire un dépistage de TSA, trouble du spectre autistique, et de TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH, parce que, selon ce psychiatre, même si Mitsu lui avait dit que, enfant, il avait été identifié au potentiel intellectuel, HPI, pour ce psychiatre, on avait certainement dû louper quelque chose. Et là, mon cerveau a fait boum! Franchement, voilà un psychiatre japonais et âgé de surcroît qui a l'air d'en savoir plus et mieux que bien des psychologues et psychiatres en France. Alors j'ai sauté sur l'occasion et j'ai contacté cette idole japonaise qu'est Mitsu. Non mais au sens littéral TV show du terme, c'est véritablement une idole au Japon. Et incroyable, Mitsu a répondu très rapidement et avec une grande gentillesse et intérêt, et il s'avère que c'est un grand fan de l'esprit critique. Ça pouvait pas tomber mieux. Cet entretien est dense, tellement j'avais envie de lui poser 458 094 questions. Et puis lui, il adore parler. Mitsu va donc nous partager comment on perçoit la santé mentale au Japon, en tout cas son témoignage, mais aussi comment on perçoit un haut potentiel intellectuel, un TSA ou un TDAH. Et puis aborder en filigrane un thème qui commence à être reconnu mais dont on parle peu, le stress des créatrices de contenu, la pression sur les épaules de certains et certaines youtubeurs ou influenceuses, et leurs répercussions psychologiques potentielles malheureusement. Un moment qui pour moi a été super instructif mais aussi fort agréable et touchant, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Et je vous rappelle que cet épisode a été rendu possible grâce aux contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui permet à ce média et à mon travail de vivre. Et si Intensément vous apporte, vous aussi rejoignez la communauté toujours grandissante d'Intensément. Ponctuelles ou régulières, vos donations sont essentielles et vous recevrez des bonus inédits. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Merci Intensément et bienvenue dans notre vaisseau spécial. Alors, warning de base, n'oubliez pas, mais Mitsu est là aussi pour nous le rappeler, ne vous auto-diagnostiquez pas à partir de cet épisode. Si vous pensez correspondre à une description d'un trouble, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou aller consulter un ou une professionnel de santé. Oh, une mouche. Ou aller consulter un ou une professionnelle de santé mentale. Bonne écoute et bonne visionnade. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ok, bah déjà, merci beaucoup encore une fois de m'avoir invité. Donc moi c'est Mitsu, j'ai 33 ans, j'habite au Japon depuis 2011, à savoir que j'ai toujours été un peu passionné du Japon depuis que j'étais petit. J'ai décidé de partir ici quand j'avais 19 ans. Et à la base, en tant que musicien, parce que je faisais de la musique en France, où je chantais en japonais dans un groupe de rock, et j'avais ce rêve un peu fou de faire du rock au Japon.
J'ai commencé à côtoyer, on va dire, le milieu de la musique dans un premier temps, ce qui était un peu mon but à la base. Mais en côtoyant le milieu de la musique, j'ai commencé à côtoyer le milieu des médias de manière générale. Donc j'ai commencé à travailler en tant que modèle, en tant qu'acteur, dans des films, dans des séries, dans des publicités. J'ai commencé à faire de la radio, de la narration aussi, beaucoup. Petit à petit, c'est vraiment devenu mon métier à part entière. Donc vraiment le spectre global des médias. Je travaille un petit peu dans tout ce que je viens de te dire là. Et à côté de ça, depuis la pandémie de Corona qui a fait que mon travail s'est arrêté du jour au lendemain parce que forcément pour des mesures sanitaires, il y avait plus de tournage, tout ça pendant plusieurs mois. J'ai décidé de me lancer sur YouTube. Et donc j'ai une chaîne que je tiens depuis bientôt 4 ans dans laquelle je parle un petit peu de tout ce que je viens de t'expliquer, donc de mon expérience personnelle au Japon, de comment je le vois, de comment je le vis. J'essaie un petit peu donc de débunker parfois des idées reçues ou des idées fausses sur le Japon. Et j'essaie de me servir un petit peu de mon parcours personnel pour essayer d'expliquer certaines choses qui sont pas forcément facilement compréhensibles, qu'on n'a pas ni le bagage culturel, ni le bagage historique, ni le bagage de la vie sur place. Voilà, j'essaie un petit peu de parler de tout ça à travers ma chaîne. Comment tu te qualifies, toi, d'ailleurs? Tu te qualifies d'influenceur, de vlogueur, de... Alors, à la base, comme je t'ai dit, moi, je suis musicien, mais en plus de la musique, j'ai toujours eu une passion depuis très très longtemps. Ça a été la vidéo et le cinéma de manière générale. J'ai toujours adoré ça. Pourquoi je me suis mis à faire de la vidéo à la base? C'est parce que en tant que musicien, ça coûtait très cher de faire un clip, et je me suis dit, il faut que j'ai un clip pour ma formation musicale de l'époque. Donc je me suis dit, je vais la faire moi-même en fait. Comme j'ai pas de thunes, je vais juste acheter un petit stabilisateur pour mon iPhone et je vais filmer un clip moi-même. Et je me suis mis tout seul à commencer à éditer des vidéos, etc. Et c'est vraiment devenu de plus en plus une passion, le fait de créer de la vidéo. Petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à me contacter en disant, putain, j'aime bien le clip que t'as fait, tu veux pas faire une pub pour ma marque de vêtements, etc. Et donc vraiment, j'ai commencé à faire de la vidéo, mais de manière, on va dire, semi-professionnelle. Et ensuite, quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai toujours regardé un petit peu cet esprit-là. Ça a toujours été la vidéo avant tout. C'est que je veux parler de sujets intéressants, mais je mets une grosse place quand même à la qualité visuelle de la vidéo en elle-même, parce que moi, ce qui me plaît, c'est justement de faire de la belle vidéo, en fait. Et donc, je sais pas trop comment me catégoriser, c'est dur de se mettre dans une boîte comme ça, parce que je remplis pas une seule boîte, en fait. C'est que je fais de la musique, je suis dans les médias, je fais de la télévision au Japon, j'ai une chaîne YouTube, je fais de la vidéo. Personnellement, j'aime garder le mot artiste, parce que j'ai toujours été un petit peu dans l'art, que ce soit, encore une fois, la musique, le dessin, la vidéo. Mais pour les gens qui me connaissent de YouTube, je pense que vidéaste, peut-être, c'est le bon terme. Même si, pour survivre sur la plateforme, on a besoin de faire parfois des partenariats, des sponsoring, etc. Donc le terme influenceur est pas non plus un gros mot, hein. Effectivement, c'est vrai que l'influence que je peux avoir me permet aussi de pouvoir vivre de ça. Mais voilà, c'est une question qui est plus compliquée que ce qu'on pourrait penser, en fait. Comment on se catégorise nous-mêmes, ouais. C'est clair. En fait, je voudrais presque faire 2 interviews. Une interview sur le métier, entre guillemets, de youtubeur, parce que ça m'intéresse, évidemment. Et parce que je regarde un peu ton parcours et je trouve ça incroyable, en fait. Et aussi, donc, le truc pour lequel je t'ai contacté, qui est donc la santé mentale. J'ai envie d'en parler, parce que je trouve que c'est important de parler de ces choses-là. Et ce qui est le plus intéressant et aussi marquant, je trouve, c'est à quel point il y a des gens concernés, en fait, dans les commentaires. Des gens qui disent, waouh, ce dont tu parles, je suis concerné parce que moi-même, je vis ça, parce que dans ma famille, j'ai des gens qui ont ça. Et c'est fou, en fait, de se dire, en fait, c'est un peu un mot tabou quand on dit santé mentale, quand on dit dépression, quand on parle d'anxiété, on a vraiment l'impression que c'est un truc qu'il faut pas en parler, alors que ça concerne tellement de gens. Et c'est en me rendant compte de ça, surtout depuis le corona, c'est vrai que le corona, ça a quand même appuyé beaucoup la chose, j'ai l'impression. Je me dis, il faut de plus en plus le mettre en avant et en parler pour que on enlève en fait le tabou de ce mot-là et que les gens comprennent que non, au contraire, s'il y a bien une chose dont il faut parler, c'est ça. Et surtout ne pas avoir peur d'en parler, quoi. C'est pour ça que j'ai pris la décision de parler de ça, même si parfois ça va gaver des gens, qu'il y a des gens, ils aiment pas qu'on parle de nos problèmes et tout. Moi, je trouve qu'au contraire, plus tu as une portée et beaucoup de gens qui te regardent, plus en fait, il faut se servir justement de ton influence en tant qu'influenceur pour les bonnes raisons. Et c'est ce que j'essaie de faire en parlant justement de mes propres soucis, en disant aux gens, voilà, j'ai beau être un YouTuber avec des centaines de milliers d'abonnés, ça m'empêche pas, moi aussi, d'avoir des problèmes au niveau de la santé mentale. Et voilà, on est tous pareils à ce niveau-là. Et je trouve important d'en parler. Voilà. Et donc, au départ, tu as commencé à t'y intéresser parce que, donc, comme tu viens de le dire, tu es concerné par la dépression et l'anxiété. Donc, c'est par là que tu as commencé. Dépression et anxiété, je suppose que tu n'as pas découvert au Japon. En soi, j'ai
toujours été un profil très anxieux depuis petit. Ça, je l'ai toujours eu depuis ma plus tendre enfance, on va dire. J'en ai discuté des heures avec ma mère après avoir mis le mot quand j'ai commencé à aller voir un psychiatre. C'est ça que je me doutais que depuis quelques années, là, j'étais probablement en dépression, mais je fais pas partie de la team autodiag, donc j'attendais vraiment d'avoir un spécialiste qui me dise si oui ou non ce que j'avais c'était ça ou pas. Et donc mon psychiatre qui me suit depuis 1 an maintenant m'a confirmé et la dépression et le fait que voilà, je faisais des crises d'anxiété quoi. En discutant avec ma mère, c'est vrai que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues toute ma vie qui en fait étaient reliées à ça. Donc mon activité actuelle sur YouTube et toute la pression qui l'accompagne a juste fait grossir quelque chose que j'avais déjà en moi depuis longtemps, je pense. J'ai cru comprendre que tu avais été identifié HPI dans ton enfance. J'ai été identifié 2 fois, si je me souviens bien, c'est à mes 3 ans et à mes 7 ans. À mes 3 ans, la première fois, parce qu'en fait, moi, j'ai fait la petite école. Donc, à partir de mes 2 ans, j'étais dans la petite école. En fait, très rapidement, les professeurs se sont rendus compte que j'avançais pas au même rythme que les autres. Et ils en ont parlé donc à ma mère. Ils m'ont fait passer un test, déjà, à cette époque-là. Donc, ils ont vite identifié qu'effectivement, j'avais beaucoup de facilité, d'apprentissage, etc. Et surtout, j'avais un besoin de connaissances à assouvir, en fait. Ce qui fait que ma mère, en fait, à partir de là, elle a commencé elle-même en fait à me donner des petits cours, genre on allait au parc en fait. J'ai des vagues de souvenirs de ça. Je sais pas si c'est des vrais souvenirs ou si c'est des souvenirs que j'ai construits en réécoutant ces histoires parce que j'en discute beaucoup avec ma mère, on est très proches. Mais j'ai vraiment ces souvenirs où on était dans un parc en fait assis et elle achetait toujours des petits bouquins, soit pour m'apprendre à lire, pour m'apprendre à écrire, pour m'apprendre à compter. Et vraiment c'était plein de petits moments où tous les week-ends en fait on partait en balade, on s'asseyait dans un parc et on faisait ça tout le temps. Donc tout ce besoin un petit peu de savoir, de connaissance, et ben ma mère elle s'est jamais privée en fait de me nourrir de tout ça. Ce qui fait que quand je suis arrivé dans un cursus classique, donc j'ai fait mon CP, CE1, bah j'avais en fait une grosse avance par rapport aux autres élèves aussi parce que là où tu apprends à lire, à compter, moi ça faisait déjà plusieurs années en fait que je savais déjà lire, compter, écrire, etc. Ce qui faisait que je me faisais chier en cours en fait, hein, pour dire les choses un peu crues. Donc j'étais toujours un peu tête dans la lune, j'arrivais pas à suivre en fait parce que je m'emmerdais profondément. Et à ce moment-là, les professeurs ils s'inquiétaient aussi parce qu'ils voyaient que je décrochais tout le temps en fait. Et donc ils ont demandé à retourner voir un spécialiste. Et donc autour de mes je pense 7 ans si je me trompe pas, il faudrait que je redemande à ma mère mais je crois que c'est ça. Le spécialiste a reconfirmé donc le premier pas diagnostic mais la première identification de mon HPI qu'on appelait enfant précoce à l'époque. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette identification, moi, elle m'est sortie de la tête parce que je m'en suis jamais vraiment rendu compte. Et ma mère m'en a jamais reparlé frontalement. Elle m'a jamais dit t'es enfant précoce, t'es HPI ou peu importe le terme. À l'époque, on disait pas surdoué non plus? Ouais, mais ça pareil, c'est un terme en fait qui était, enfin je sais pas. Dans tous les cas, moi, en fait, j'en ai pas eu conscience jusqu'à mes 23 ans. À l'époque, je travaillais dans un combini, donc qui est une supérette au Japon. Et un autre gars qui travaillait là, son papa en fait était justement psychologue et qui travaillait justement dans ce domaine-là. Et c'est en discutant avec lui et avec son papa que j'ai rencontré que à un moment il m'a parlé de ça. Il m'a dit c'est rigolo parce que je reconnais en toi le profil typique d'un ce qu'on dirait HPI quoi. Et donc j'en ai parlé à ma mère parce que j'ai trouvé ça rigolo. Et ma mère elle me dit bah oui je sais. T'as été identifié 2 fois quand t'étais petit. Et je fais ah bon? Et vraiment, j'ai plein de choses qui me sont revenues à ce moment-là parce que ça m'était totalement sorti de la tête et j'avais jamais reparlé de ça directement avec ma mère. Mais par contre, ça m'a ramené plein de souvenirs où je me suis dit, j'ai compris en fait des choses qui m'étaient arrivées dans mon enfance, des moments où j'avais des questionnements personnels où je comprenais pas pourquoi j'étais différent des autres, etc. Vraiment, ce moment à mes 23 ans, je me rappelle, j'ai eu une espèce de, je sais pas comment dire, un chamboulement intérieur où je me suis complètement remis en question, j'ai fait une introspection totale. Je me suis dit, waouh, j'ai vraiment revu toute ma vie d'une manière totalement différente quand j'ai compris qu'en fait, j'avais eu ça, quoi. C'est super intéressant parce que tu n'es pas la seule personne qui me dise, en fait, j'ai été identifié quand j'étais petit et après, je l'ai complètement oublié, en fait. Et ça me paraît étonnant. Je suis fasciné par cette facilité de se dire, tiens, j'ai été identifié petit, j'ai sauté 2 classes, mais je me suis jamais dit que j'étais plus intelligent que les autres. Enfin, ça me fait rire. Mais moi, à ce niveau-là, par exemple, j'étais censé sauter 2 classes. Enfin, en tout cas, tout le monde avait dit à ma mère, il faut qu'il saute 2 classes parce que j'avais trop d'avance.
et que pour eux, en fait, je me sentirais jamais bien à l'école avec cette avance que j'avais. Sauf que j'avais aussi un autre problème qui était que, alors je sais pas si c'est lié ou pas, je sais pas s'il y a une causalité ou une corrélation directement avec ça, mais j'ai beaucoup déménagé toute ma vie. Ma mère, en fait, elle a, par rapport au travail ou parfois juste par des envies, on a beaucoup déménagé. Donc, je faisais pas plus d'une année dans la même école ou dans la même ville. Parfois, ça nous est même arrivé de déménager plusieurs fois en une année, ce qui fait que je faisais toujours plein d'écoles. Je suis jamais resté longtemps dans la même école. Et donc, j'étais très renfermé sur moi-même. J'étais très solitaire. J'ai toujours eu un caractère assez solitaire. Et j'avais surtout du mal à sociabiliser. J'avais du mal à me faire des amis, du mal à communiquer avec les gens. Et donc, ma mère, elle savait que j'étais comme ça. Elle savait déjà à quel point j'avais du mal à me faire des amis, à sociabiliser. Elle s'est dit, si en plus, on le met dans une classe avec des gens 2 ans plus âgés que lui, il va se faire bolosser toute sa vie en fait, et elle voulait pas ça. Et elle voulait pas non plus m'envoyer dans une école spécialiste parce que, enfin une école spécialisée pour les enfants précoces ou les enfants HPI, tout ça, parce qu'elle avait une mauvaise image de ça. Elle disait ouais, c'est vraiment des écoles pour les enfants savants, enfin voilà, ça lui plaisait pas trop. Elle est incroyable, ta mère, elle est fantastique, il faut lui faire une statue. Alors, entre le fait qu'elle te lise des trucs dans un parc quand tu as 3 ans pour te permettre de satisfaire ta curiosité intellectuelle et cette pensée-là, mais elle est géniale. Ouais, mais du coup, j'ai fait une scolarité classique. Madame, vous êtes géniale. Elle regardera sûrement la vidéo, donc... Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est discuté le fait de sauter des classes, et c'est vrai qu'il y a des conditions, enfin des contextes où c'est vachement plus intéressant de sauter une classe, et des contextes où non, c'est pas approprié. Et puis il y a aussi, ça dépend des enfants. Il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent mal. Donc elle y a très bien réfléchi, et franchement, tu as eu de la chance en tout cas. Parce qu'au final, j'ai fait une scolarité classique, j'ai sauté aucune classe, j'en ai redoublé aucune non plus, donc j'ai vraiment, jusqu'à mes 18 ans, fait une scolarité classique, j'ai eu mon bac avec mention, et puis voilà. Ma mère voulait, parce qu'elle savait quand même que j'aurais pu faire des longues études si je voulais. Donc ma mère m'a un peu poussé après le lycée en disant « Ouais, essaye d'aller quand même à la fac, essaye de faire quelque chose, ce serait dommage que t'en profites pas. » Mais j'ai vite senti que ça m'intéressait pas. J'ai fait une année de fac où j'ai essayé d'étudier un petit peu tout ce qui était histoire asiatique, etc. Comme j'avais déjà appris le japonais de mon côté, il y avait en plus des cours de japonais avec ça. Je me suis dit, si ça peut m'aider. Mais au final, c'était des cours de japonais très débutants, donc vraiment, je les ai mis sur le côté parce que j'apprenais déjà le japonais depuis plusieurs années à ce moment-là, donc les cours étaient d'un niveau trop basique pour les connaissances que j'avais au moment où je suis allé à la fac. La fac m'a conforté dans mon idée que j'avais pas spécialement envie de faire des études, je voulais surtout faire de l'art, de la musique. Et donc au final, après 1 an de fac, j'ai juste arrêté, j'ai pas fini ma licence et je suis parti directement au Japon à 19 ans. Excellent. Et alors, pour en revenir à la santé mentale, c'était pour ça en fait que je voulais te poser la question sur l'HPI. Donc, je suppose, puisque ce que je comprends de ton parcours, à l'époque, personne n'avait dit toute ton anxiété ou ta dépression, c'est pas lié au HPI. Donc, tu t'étais jamais posé ces questions-là comme beaucoup en France Non, jamais. En fait, ça a toujours fait partie de moi. Mais j'ai jamais vu ça comme déjà comme j'étais pas au courant de mon HPI, j'avais pas de manière de faire le lien avec, et le fait que j'étais anxieux, que j'étais solitaire, même mes difficultés à sociabiliser, en fait je me suis juste toujours dit je suis comme ça quoi. J'avais pas spécialement de mots qui allaient dessus, je disais juste c'est moi, je suis comme ça. Je me suis toujours trouvé bizarre, ça c'est sûr. Je me suis toujours dit, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Mais ça, vraiment, depuis tout petit, hein, je me sentais vraiment comme un extraterrestre en société, où je voyais bien que j'arrivais pas à communiquer de la même manière que les gens. Je voyais bien que dès que j'avais et encore aujourd'hui, hein, quand je communique avec quelqu'un, je réfléchis à 1 milliard de choses, je me fais vraiment tous les schémas possibles et probables de la suite de la conversation avant que la conversation arrive, ou alors une fois que j'ai dit quelque chose, je me fais tous les schémas de est-ce que j'ai dit la bonne chose ou pas. Enfin voilà, vraiment ça crée une anxiété qui est horrible en fait, parce que je suis toujours en train de suranalyser tout ce qui se passe autour de moi, et ça je l'ai toujours fait, sans comprendre que potentiellement ça cachait quelque chose, parce que personne ne me l'avait jamais dit. Et pour moi, c'était juste comme ça que je fonctionnais, en fait. Oui, déjà, bienvenue au club de ceux qui anticipent et qui ensuite analysent ce qu'ils ont dit, déjà. Anxiété, mon ami, t'es ici. Ah ouais. Et je suppose, étant donné que tu étais baigné dans la culture japonaise, c'est justement ça la question. Comment est-ce que la culture japonaise voit la santé mentale, d'abord ?
Justement, tu en as parlé dans cet épisode récent. Alors, comment est-ce que tu pourrais en parler de la santé mentale au Japon? Ça évolue. Ça évolue comme ça évolue dans toutes les sociétés actuelles, je Oui, trouve. ben oui. Et c'est vrai qu'au Japon, il y a encore, peut-être un peu plus que dans d'autres sociétés, même si encore une fois, ça tend à évoluer. C'est pas spécialement reconnu, on va dire. C'est pas mal vu. Je dirais pas que c'est mal vu, mais c'est pas encore assez reconnu. C'est pas des choses dont on va parler très facilement dans les conversations parce que c'est vrai que les Japonais ont, même si j'aime bien débunker cette info parce que souvent on va faire une généralité trop globale, mais les Japonais de manière générale, en fait, ils choisissent très bien avec qui ils parlent des choses qui n'ont pas concerné tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'intime que nous, dans nos sociétés occidentales, on va avoir plus de facilité à parler même devant des inconnus ou des gens qu'on rencontre de choses qui peuvent être un petit peu intimes, etc. Là où les Japonais, vraiment, ils catégorisent beaucoup plus à qui ils vont s'ouvrir sur eux-mêmes et à qui ils vont s'ouvrir que partiellement. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que tout ce qui va être lié à la santé mentale, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué pour un Japonais à dévoiler, à en discuter avec des gens, que ça peut l'être pour nous, par exemple, dans une société occidentale où, encore une fois, on a un peu plus de facilité, même si c'est pas facile, hein, mais je parle vraiment de degré, que ça peut l'être au Japon, en fait. Donc, il y a une évolution à ce niveau-là. On voit quand même que les termes, ils apparaissent de plus en plus dans les conversations, même quand tu regardes un petit peu sur les recherches, par exemple. C'est exactement la question que j'allais te poser. Au Mm. niveau des médias, d'Internet, tout ça, en France, c'est presque, ou alors c'est moi qui vis dans ma bulle, mais c'est vrai que ça apparaît vraiment très souvent. Bien sûr, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu dans tous les pays, je pense, mais le corona a flingué pas mal de monde, hein, on va pas se mentir, Ouais, bah oui. et au niveau de la santé mentale. Et c'est vrai qu'il y a eu toute cette inquiétude pendant et après Corona, post-Corona, de comment on gère maintenant la situation des gens qui ont mal vécu le confinement. Alors nous, on n'a pas eu de confinement comme en France, on n'a pas eu de confinement forcé. De un, parce que la constitution japonaise ne le permet pas, et de deux, parce qu'on n'a pas eu besoin de forcer les gens à rester chez eux pour qu'ils le fassent. Mais quand on a compris qu'il y avait un danger, en fait, à rester en groupe, parce que ça faisait des clusters, etc., et qu'au contraire, on voulait au maximum éviter que les gens se refilent le bordel, il a suffi de dire aux gens, restez chez vous autant que possible, s'il vous plaît, pour que les gens le fassent, en fait. Ça correspond bien avec ce qu'est la culture japonaise. La culture japonaise, c'est une vision du groupe avant la vision de l'individu, en fait. Et pour que le groupe fonctionne, c'est pour ça, par exemple, qu'on va te dire, quand tu montes dans le train, il n'y a personne qui téléphone, il n'y a personne qui hurle, c'est très calme et tout. C'est parce qu'en fait, dans la culture japonaise, et très tôt, là, j'ai ma fille qui a 2 ans ce mois-ci, elle va à la crèche. Et déjà à la crèche, en fait, on lui apprend ce qu'on appelle les bonnes manières, tu vois. Mais le fait que tu regardes toujours autour de toi si ton comportement ne gêne personne. C'est tout bête. Mais le simple fait de se dire, est-ce que là, par exemple, là, je reçois un coup de fil au téléphone, je suis dans le train, c'est très calme. Est-ce que là, le fait de parler fort au téléphone, ça va pas gêner les gens? Potentiellement. Donc, je vais éviter de le faire. Et cette vision vraiment du groupe, elle a des bons côtés. Il y en a certains aussi qui peuvent être plus mauvais, tu vois, mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bons côtés à ça. Justement, comment ce côté collectif, le fait de ne pas avoir à gêner les autres, ça influe quand on a, par exemple, de l'anxiété ou pire, quand on a une dépression? Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas ou qui ont peur d'en parler parce que la pression sociale ou même au niveau du travail, comment ça va être vu si j'explique que j'ai des soucis mentaux, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des gens malheureusement qui se terrent un petit peu alors que c'est le moment justement où il faudrait en parler pour avoir de l'aide. Il y a des gens qui n'osent pas en fait demander de l'aide, ne comprennent même pas en fait qu'ils ont potentiellement quelque chose. Et je pense que ça existe ailleurs, hein, ça existe aussi en France, tout ça, mais c'est vrai que le Japon et cette culture japonaise, qui est la culture du groupe, pousse un petit peu quand même les gens à malheureusement ne pas trop en parler pour éviter peut-être soit d'être mal vu, soit de gêner le groupe en disant ah, je vais être la personne qui a un souci, quoi. C'est pas ouf. Donc c'est vrai que ça, c'est les mauvais côtés de cette vision du groupe au Japon. Comment tu en es arrivé à aller voir un psychiatre et comment ça a été perçu dans ton entourage proche japonais? Beaucoup de choses. Déjà, ça fait 2-3 ans, 3 ans même, hein, parce que c'est vraiment à partir de ma 2e année sur YouTube que j'ai commencé à ressentir vraiment une anxiété, mais forte. C'est une anxiété comme j'en avais presque jamais ressenti, à part peut-être les jours d'examen où j'avais une anxiété où je me mettais en boule et j'avais mal physiquement tellement cette anxiété était forte. Et j'ai commencé à ressentir ça à partir de ma 2e année sur YouTube, quand j'ai passé les 100 000 abonnés. Où je sais pas, j'ai commencé à avoir une pression que j'avais pas sur la première année, mais une pression que je me mettais à moi-même
qui était la pression du résultat, la pression de comment les gens me perçoivent, la pression de même moi, les informations que je délivre, est-ce que je donne les bonnes informations? Et c'est vraiment plein de questions que je me posais et qui me faisaient vraiment du mal. Et j'ai commencé à me rendre compte que ça devenait de plus en plus invivable. C'en était tellement invivable que même des jours de tournage, où j'avais prévu de tourner une vidéo, donc je prévois ma journée, je me dis aujourd'hui, voilà, il faut que j'aille tourner telle ou telle vidéo. Et il suffisait soit que je me regarde dans le miroir et que je me trouve horrible, ou il suffisait juste que j'allume ma caméra, que je bafouille une fois, pour que je commence à suer de tout mon être. Je commence à trembler, à me mettre en boule en mode je suis la pire merde humaine, je suis un incapable total. Et cette journée-là, elle était gâchée, je pouvais plus rien faire en fait. Je coupais la caméra, je rentrais chez moi, je me mettais en boule dans mon lit et je bougeais plus. J'en suis arrivé à ce niveau-là d'anxiété en fait. Et j'ai ma femme actuelle qui voyait ça et elle voyait que je me sentais pas bien. Et plusieurs fois, elle m'a dit, il faudrait peut-être que tu ailles voir quelqu'un, etc. Mais c'est vrai que sauter le pas, aller voir un psychiatre, alors que j'ai jamais été contre ça. J'ai jamais eu ni ces espèces d'idées reçues sur la médication ou ce genre de choses. C'est vraiment pas quelque chose qui m'a jamais spécialement gêné. Ni même le fait d'aller voir un psychologue ou quoi, c'est pas quelque chose où je me suis dit c'est bizarre ou quoi, personnellement. Mais sauter le pas, c'est quand même, mine de rien, c'est un challenge que tu te fais à toi-même. Et c'est vrai que j'ai mis du temps. Ce qui a beaucoup changé les choses, c'est quand ma fille, elle est née, où je me suis dit, ok, il faut que j'arrive à devenir le meilleur possible, ou en tout cas que je fasse un effort sur mon bien-être personnel, parce que je veux pas que ni ma femme ni ma fille subissent ce que je suis ou ce que je vis en fait à travers mon anxiété. Bienvenue Donc j'ai au mis club quand même. aussi. Ouais. Donc j'ai mis 1 an quand même après la naissance de ma fille avant de sauter le pas. Au début, avec la naissance de ma fille, en fait, je me suis dit peut-être que juste le fait qu'elle soit là, je vais réussir à passer outre et à me concentrer sur elle, sur son bien-être, et peut-être que ça va me faire du bien. Et ça a été le cas sur les premiers mois, où je me sentais mieux, où vraiment je voyais ce petit bébé, ce petit ange, et je m'occupais d'elle, et je voyais que j'allais un petit peu mieux. Mais l'anxiété, elle est vite revenue au galop. Et j'ai terminé l'année dernière plus bas que terre, vraiment, j'étais dans un mal-être total. Ce qui fait qu'en début d'année, je me suis dit, bon, là, je peux plus, en fait. J'ai essayé de faire au mieux tout seul. Je pense que là, j'ai atteint le point de non-retour. Je peux pas aller plus loin tout seul. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Et c'est ça qui m'a amené au début de cette année, en janvier 2024, où j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre pas très loin de chez moi. Déjà, alors, je connais pas trop le système en France, donc tu vas pouvoir m'aider à ce niveau-là. Première bonne surprise, j'ai pris rendez-vous, j'avais un rendez-vous 2 semaines après. Ça Ouais. dépend des endroits en France. C'est-à-dire, si tu veux avoir un rendez-vous en physique, là où j'habite, ça peut prendre 6 mois d'attente, même plus si ça Ouais. se trouve. Je pense Mais qu'en par campagne contre, du en Japon, c'est la même visio, chose. ouais, en visio, par contre, c'est plus facile, évidemment. Ok. Mais dans les grandes villes, je suppose que l'attente est moindre. Ça doit dépendre, en fait, c'est clair. Le psychiatre qui me suit actuellement, ça a été la 2e personne que j'ai contactée. Il y en avait une, alors j'ai fait simple parce que je m'y connaissais pas, j'ai regardé les étoiles sur Google. J'étais sur Google Maps et j'ai regardé les étoiles. Il y en avait un qui était 4-8. J'ai dit, oulala, lui, ça doit être un bon. J'ai essayé d'appeler et vraiment, il était full, complètement complet, quoi. Ils m'ont dit, là, actuellement, on peut pas prendre plus de gens sur les prochains mois, là, c'est complètement complet. Donc j'ai dit, tant pis. Et j'en ai vu un autre qui est un tout petit peu plus loin, mais à vélo, c'est 2 minutes de plus, hein, donc ça va. Et cette personne-là, j'ai appelé, du coup, et tout de suite, ils m'ont dit, ok, rendez-vous dans 2 semaines. Alors, au début, on se voyait toutes les 2 semaines, le temps de voir un petit peu, parce que j'ai eu des médicaments, donc il a confirmé et mon état anxieux et ma dépression, qu'il a même défini de dépression sévère. Et donc, comme c'était la première fois que je prenais des médicaments, dont des anxiolytiques et des antidépresseurs, il a dit on va commencer doucement. Donc, vraiment, on a été avec des toutes petites doses au début, juste pour voir comment je réagissais aux médicaments, tout ça. Et depuis, on se voit 1 fois par mois, et puis on fait un bilan tous les mois de comment je me sens, quels ont été les derniers événements, bénéfiques ou négatifs, etc. Personnellement, j'en ai plutôt une bonne expérience, en tout cas de ma visite chez le psychiatre. Je suis content d'avoir quelqu'un à qui je peux parler de certaines choses tous les mois aussi. Donc il fait psychiatre et psychologue à la fois un peu, hein, parce qu'il m'écoute beaucoup quand même. Une séance, ça dure quand même à peu près une demi-heure à chaque fois, donc même s'il a d'autres patients derrière, il prend le temps quand même de m'écouter. Sur ta vidéo, justement, tu dis que tu lui dis que tu as eu une identification HPI, pardon. Déjà, comment tu le dis en japonais? On a un mot pour ça. Dans tous les cas, il y a le terme IQ pour QI qui est voilà, ça c'est international. Mais on utilise le même terme que les Anglais
On dit gifted. Ouais. Ah, d'accord. Et donc ok. en japonais, bon, ça se dit à la japonaise, hein, c'est gifted. En fait, c'est arrivé juste à un moment où on discutait de plein de choses, de la même manière que là je discute avec toi. Et à un moment, c'est venu sur la table, mais je leur avais jamais spécialement parlé parce que je parlais surtout de mon anxiété et de mes épisodes anxieux et du fait que je me sentais mal. Donc, comme je t'ai dit, j'ai jamais fait le lien entre les deux. Et à un moment, en discutant de plein de choses, on discutait, je sais plus, de ma mère, parce que j'étais là en France récemment, et du coup, je lui disais que j'avais pu voir ma mère, etc. Et à un moment, je remets sur la table le fait que, ouais, bah, ce qu'il y a de rigolo, c'est que j'ai été identifié HPI petit 2 fois, et je l'ai su qu'à 23 ans, parce que j'en ai discuté avec ma maman, etc. Et il me dit, ah, mais ça, tu me l'as jamais précisé, que t'étais HPI. Et même si il m'a dit après, j'avais des sérieux doutes à ce niveau-là, mais il m'a dit, mais à ce moment-là, quand on t'a détecté ça, on t'a rien détecté d'autre? Et je lui dis, bah, je pense pas. Et il m'a dit, parce qu'il y a potentiellement autre chose qui est caché derrière, en fait. Et je lui dis, écoute, je sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler avec ma maman. Et la prochaine fois que je reviens, et ben, on en rediscute. Et j'en ai parlé avec ma mère. Et ma mère m'a dit que non, en fait, à l'époque, on a surtout mis l'accent sur le fait que j'avais de l'avance, trop d'avance. Donc, on m'a fait passer des tests de QI. Mais jamais on a mis. Enfin, jamais, en fait, on a proposé à ma mère de faire un test d'autre chose. Parce que jamais on a détecté autre chose chez moi, malgré, encore une fois, le fait que j'avais du mal à communiquer, que j'avais du mal à sociabiliser, etc. Et c'est en parlant de ce genre de choses que mon psychiatre m'a dit ce serait intéressant de faire un test donc de TSA et un test de TDAH, parce que potentiellement tu peux avoir soit l'un, soit l'autre, soit les deux, on sait pas. Peut-être que c'est pas ça, mais ça vaut le coup quand même de tenter, parce que si tu as été détecté 2 fois HPI petit, bah souvent le HPI ça va juste cacher quelque chose qu'il y a derrière qui est plus profond. Et c'est comme ça que ce que je dis dans ma vidéo, c'est comme ça que j'ai découvert que potentiellement donc j'avais peut-être un TSA ou un TDAH, ce que je ne sais toujours pas, j'ai pas encore passé les tests. Là j'attends de pouvoir prendre rendez-vous, ça prend plus de temps de prendre rendez-vous pour ça d'ailleurs. Au Japon, comment ça se passe? Parce qu'en France, le bilan neuropsychologique, il est fait par les psychologues et les neuropsychologues. Sinon, il y a des bilans précis pour les TSA et TDAH dans certaines structures, chez certains psychologues ou neuropsychologues. Mais par contre, après le diagnostic, c'est le psychiatre qui le fait. Mais le psychiatre peut aussi, de toute manière, faire toute cette démarche tout seul et ensuite te diagnostiquer TDAH ou TSA. Mais au Japon, ça se passe, enfin, au Japon, en tout cas, toi, dans ta configuration, il t'a proposé d'aller voir qui pour faire ça? Alors moi, il m'a fait une lettre de recommandation, on va dire, à un hôpital spécialisé dans tout ce qui va être trouble du spectre autistique et dans tout ce qui est TDAH. Donc c'est vraiment une structure spécialisée. Le souci étant que c'est dur d'avoir un rendez-vous. Donc là, en fait, j'attends qu'il y ait une place pour moi. En fait, tu as un jour dans le mois où tu peux les appeler pour essayer de prendre rendez-vous, et c'est premier arrivé, premier servi. Et le problème, c'est que la dernière fois, c'était le 26 novembre, et ça tombait pile sur un jour où j'avais un tournage. En tout cas, voilà, j'étais pas libre. Et j'ai essayé de les appeler le plus tôt possible, mais il était déjà trop tard. On m'a dit désolé, il y a déjà plus de place, il faut attendre le mois prochain. Donc là, j'attends le 26 décembre pour les rappeler, pour avoir une place pour potentiellement février. Donc ça prend déjà plus de temps de réussir à avoir une place dans des centres comme celui-là. En France aussi, hein. En France, tu peux même des fois attendre 1 an. Hein. C'est pas rare d'attendre 1 an. Ouais, ça me choque pas. Hein. Que tu sois en ville ou à la campagne, hein, ça change rien. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que d'un seul coup, tu as ce doute dans ta tête, mais alors je suis quoi, et tu dois attendre. Mais lui, il n'a pas émis une hypothèse quand même, il penchait pas plus pour le TSA ou plus pour le TDAH. J'avoue, je sais pas non plus. Même moi, hein, comme je t'ai dit, je suis pas abonné à l'autodiag, hein, donc même moi, je m'autorise pas à penser que j'ai quelque chose tant qu'un spécialiste me l'a pas dit. Donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est super intéressant parce que j'ai fait quelques recherches pour savoir comment le HPI était considéré au Japon. J'ai compris qu'il y avait moins de propositions d'écoles spécialisées, par exemple au Japon, au niveau des HPI ou des surdoués, parce que, de ce que j'ai compris, alors je vais le dire très très mal parce que évidemment, j'ai pas préparé, je l'ai pas noté comme un abruti. Y a pas de souci. De ce que j'ai compris, il y a ce côté collectif et ce côté performance qui fait que lorsqu'une personne serait considérée comme étant entre guillemets intelligente au Japon, on considère que c'est parce qu'elle a bien travaillé et pas parce qu'elle a des bonnes capacités cognitives. Donc je ne sais pas si c'est ça que tu as perçu lorsque tu lui as parlé de HPI et si jamais tu as fait des recherches toi sur le HPI au Japon.
Alors, je t'avoue, j'ai encore beaucoup de recherches à faire. Je suis pas du tout pas un spécialiste dans le domaine. Mais je pense que ce qui manque au Japon, déjà, c'est une véritable détection des enfants HPI. Effectivement, un enfant qui va réussir, c'est juste un enfant qui réussit. En fait, on va pas émettre des doutes sur peut-être il a une manière différente de voir les choses, une manière différente de penser, etc. Donc, c'est vrai que le mot gifted, c'est pas un mot que tu vas entendre souvent. C'est vrai qu'en France, maintenant, c'est tellement devenu en fait, tout le monde va dire mon enfant est HPI. Ça, on l'a pas au Japon. Non, mais pour moi, c'est positif. Hein. Pour moi, c'est carrément positif. Après des années de recherche et dans cet univers HPI, je me dis que justement, plus on reste dans le factuel, le fait que c'est un haut QI, entre guillemets, et que ça ne génère pas de troubles, pas plus de troubles que normal, et que ça génère pas tout ça, mieux c'est. Donc, je me disais, ça doit être bien, entre guillemets, au Japon, quand tu dis à quelqu'un, si apparemment tu lui as dit, ben voilà, j'ai été détecté HPI, j'ai un haut QI, il t'a dit, ah, ben c'est bien, mais en fait, si tu as des problèmes, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière. C'est bien, enfin, je veux dire, c'est peut-être qu'une anecdote, c'est peut-être que lui qui pense comme ça. Le truc, c'est que en France, il y a... alors, je vais rentrer dans un autre truc, hein, mais ça, c'est le côté un petit peu esprit critique qui parle, mais en France, il y a un gros souci au niveau de la psychanalyse. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui encore une fois est une pseudoscience, mais je vais pas le repréciser. Mais il y a beaucoup de psychanalystes qui sont arrivés pendant des années et qui ont commencé à expliquer des choses sur les enfants HPI, les machins, avec un énorme biais du survivant, où on te disait que les enfants HPI, c'était des enfants qui étaient malheureux, qui étaient ultra sensibles obligatoirement, qui étaient ci et ça, sans jamais se dire peut-être que c'est parce qu'il a ça qu'il est venu te voir, en fait. Donc peut-être qu'il y a un biais du survivant qui fait que les seules personnes HPI que tu vois, c'est les personnes qui ont des problèmes. Et que peut-être il y a des gens HPI qui n'ont pas ces problèmes-là, mais que tu n'as jamais vus parce qu'ils n'ont pas besoin de venir te voir. Enfin voilà. Je suis désolé de te couper, mais c'était pas que des psychanalystes, malheureusement. Oui. Enfin, moi, j'ai certains psychanalystes dans la tête, mais oui, effectivement, il n'y avait pas que des psychanalystes. Ouais. Et du coup, en fait, le problème, c'est qu'on a mis en avant des tas de gens comme ça. Ça a créé, chez nous Français, cette image, en fait, du HPI malheureux, du HPI avec tout un tas de troubles, etc. Et c'est que très récemment qu'il y a des gens qui ont commencé à justement débunker ça en disant que non, il n'y a aucune corrélation obligatoire entre les deux. Parfois, il peut, mais c'est pas le HPI qui cause ça. Le HPI, c'est juste un truc en plus, en fait. Mais au Japon, j'ai pas l'impression que cette question-là, elle a déjà été posée ou mise sur la table, et du coup, elle n'est pas rentrée dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que les gens au Japon, quand tu leur dis gifted, eux, ils ont que cette image de QI plus élevé que la moyenne. Ils n'ont pas toute cette image autour du c'est des enfants malheureux, c'est des enfants ci, ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, au final, est très français, occidental. Peut-être même plus français, parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Quelle est leur vision du haut QI pour eux? Est-ce qu'ils parlent d'intelligence ou est-ce qu'ils parlent de performance? Comment ils le voient, le quotient intellectuel? Alors moi, je me rappelle quand je l'ai su à 23 ans, donc encore une fois, à ce moment-là, j'étais un peu perdu, parce que quand je l'ai su, en fait, comme je t'ai dit, ça a répondu à beaucoup de questions que je m'étais toujours posées sur des événements, des épisodes de ma vie, où j'ai compris pourquoi telle ou telle personne avait réagi de cette manière-là, ou alors pourquoi moi j'avais eu telle ou telle chose. Enfin voilà, ça a vraiment répondu à pas mal des questions que je me posais sur moi-même. Mais du coup, j'étais vraiment dans une remise en question à ce moment-là où je me sentais pas très bien. Vraiment, j'avais l'impression de redécouvrir qui j'étais d'un seul coup, un truc qu'on m'avait toujours caché et que je découvrais comme ça du jour au lendemain. Et du coup, j'en ai parlé parce que j'avais besoin d'en parler avec quelqu'un. Et je me rappelle la première réaction que j'ai eue. Ils étaient en mode waouh, mais c'est trop bien, mais t'es trop intelligent, mais c'est trop cool. Et moi j'étais en mode je sais pas, non je pense pas, enfin je me sens pas spécialement plus intelligent qu'un autre, tu vois. Ils étaient en mode mais si c'est trop bien, putain, et du coup tu sais combien t'as de QI et tout, tu vois. Et mais voilà, la seule réponse que j'ai eue quand j'ai parlé de ça, c'est une réponse qui a été ultra positive. Et le peu de gens à qui j'en ai parlé, ça a toujours été plus ou moins les réponses que j'en ai eues. Les gens, ils ont dit ah ouais, putain, mais trop bien, mais tu sais combien t'as, c'est trop cool, du coup, t'es intelligent, c'est bien et tout. Et vraiment, j'ai que eu cette forme-là de réponse. Ça donne envie d'aller habiter au Japon, presque. Ah bon? C'est vrai qu'en France, par exemple, j'aurais plus de mal, je pense, parce que même si ça fait longtemps que j'habite au Japon, j'ai encore le souvenir de ma vie en France. Et je sais que c'est le genre de sujet où, quand t'en parles, les gens, ils le voient d'un mauvais œil, ou en tout cas, les gens vont vite te juger. Ou c'est que là où un Japonais va te dire ah trop bien, t'es intelligent, j'ai vraiment peut-être je me trompe et corrige-moi, hein, mais j'ai vraiment ce sentiment que
souvent, en France, on va plutôt être en mode ah ouais, genre un monsieur est intelligent. Il y a ça, ou alors il y a l'autre côté que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire on va te voir comme quelqu'un qui souffre, comme quelqu'un qui a des problèmes, Ouais. qui est différent. Et justement, en Ouais. parlant de différent, comment les Japonais voient, puisque lui, t'a parlé direct de TSA, de troubles du spectre autistique, et de TDAH, de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors d'abord, j'aimerais bien savoir comment on dit ça en japonais. Bah alors, on utilise la plupart du temps pour ce genre de choses, on utilise les termes anglais. Hein, donc pour TDAH, Ah, c'est d'accord. ADHD. Et pour le TSA, souvent en fait, on va utiliser juste le terme anglais. Mais après, on a un terme japonais pour ça. Ah, c'est intéressant ça. Jirei spectrum show. Donc en gros, Oula. Jirei, c'est ce qu'on utilise pour l'autisme, mais il y a vraiment cette notion d'enfermement sur soi. C'est-à-dire que ça s'écrit en fait Mm. avec le premier caractère, c'est Ji, donc c'est Jibun, donc c'est le soi, et le deuxième caractère, donc c'est le caractère qu'on utilise pour fermer. Donc c'est le renfermement sur soi. Donc Jirei, donc c'est l'autisme. Ensuite, on utilise l'anglais pour spectrum, donc spectrum. Et show, c'est pour soit la maladie, soit le trouble, le syndrome. Donc en gros, c'est le syndrome du spectre autistique, tout simplement. Et quand il te l'a dit, tu t'es dit, oula, qu'est-ce que c'est? Tu lui as posé la question? Tu lui as... Alors, en soi, je suis quelqu'un qui, depuis petit, aime beaucoup apprendre. Et ça, par contre, ça m'a jamais quitté. Ce qui fait que je lis beaucoup de bouquins, soit de sociologie, soit de sciences, et je m'enseigne beaucoup, en fait, sur ce genre de choses. Donc j'étais au courant quand même de ce qu'était le TSA. J'ai une amie d'ailleurs, enfin j'ai même plusieurs amis dont leurs enfants ont des troubles du spectre autistique. Au Et Japon, en ce qui pardon? concerne le TDAH, avec toute cette vague d'autodiag sur justement le TDAH récente, c'est vrai que je m'étais beaucoup renseigné sur qu'est-ce qu'était le TDAH. Et il y a d'ailleurs Léo Duff, qui est un youtubeur tech à la base, qui a fait une très bonne vidéo justement sur les dangers de l'autodiag en ce qui concerne le TDAH. Donc j'étais quand même renseigné et je connaissais un petit peu ce que c'était. Je voyais de quoi on parlait. Par contre, jamais je me suis considéré ni l'un ni l'autre. Enfin, jamais je me suis dit peut-être que. Et quand mon psychiatre a posé ça sur la table en disant dis-moi ce que t'en penses, mais ce serait cool quand même de faire le test, c'est vrai que bah, là, il y a eu une grosse remise en question de ma part où je me suis dit waouh. Déjà, quand on m'a dit que j'étais HPI, ça m'avait chamboulé. Mais si maintenant on découvre chez moi à 33 ans que j'ai peut-être un trouble autistique ou peut-être un TDAH, waouh, c'est beaucoup de choses à encaisser quand même, quoi. C'est une grosse remise en question, mine de rien. Alors, ça me permettrait de mettre des mots sur ce que je suis et ce que je vis. Sachant que ce soit l'autisme ou le TDAH, tu as un taux de comorbidité avec l'anxiété ou la dépression qui est énorme. Ouais. Et surtout, bah, autant si c'est un TSA, bon, bah, c'est un TSA, autant si c'est un TDAH, bah, il y a la médication qui Ouais. est appropriée aussi. Donc c'est à ce niveau-là aussi que ça pourrait être intéressant pour moi de le savoir si jamais c'est ça. Mais voilà, dans tous les cas, je suis encore en ce moment un petit peu dans le flou à ce niveau-là. Après, J'attends d'avoir tu la peux avoir les réponse. deux. Hein. Après, tu peux C'est ce avoir qu'il les m'a dit. deux. Il Hein. m'a dit ça peut être l'un, l'autre Si. ou les deux. Donc, Et comment voilà. est-ce que les Japonais le voient, ça, le TDAH ou le TSA? ADHD, donc le TDAH, hein, c'est un peu plus courant récemment. On en entend un petit peu plus. Je sais que j'ai une ancienne copine à moi, donc mon ex-copine, qui me parlait souvent de ça, en me disant je pense avoir un TDAH, etc. Et elle avait été passer un test et effectivement elle avait un TDAH. Donc je sais que la parole autour du TDAH, elle s'est un petit peu libérée de la même manière qu'elle s'est libérée un petit peu dans le monde entier Oui, oui, au oui. même moment. C'est ce que j'allais te dire. C'est un peu à la mode aussi, pareil, en Ouais, France. Hein. c'est ça. Même quand je dis en France, c'est que c'est dans le monde anglophone aussi, parce que je suis beaucoup de youtubeurs et de médias anglophones. C'est vraiment, c'est même plus que la mode, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que c'est dangereux, Ben oui, justement, parce que il y a un petit peu un effet Barnum où tu vas un petit peu te reconnaître forcément dedans parce que on va exactement. garder des trucs flous pour pas dire, même des fois il y a des influenceurs qui vont inventer des propriétés au TDAH qui sont fausses et du coup tout le monde se reconnaît dedans et le problème c'est que bah derrière t'as des sociétés qui vendent des médicaments spéciaux TDAH, sauf que bah quand t'es pas concerné, bah ça a pas des bons effets sur toi. Donc voilà, s'autodiag TDAH, c'est pas bien. Je pense que je prêche des convaincus. Hein. Les gens qui regardent ton podcast, à mon avis, sont déjà C'est aux clair. aguets là-dessus. Mais c'est toujours bon de le rappeler. Il faut pas s'autodiag. Hein. Aller voir un spécialiste
il saura lui vous dire si vous avez quelque chose ou pas. Donc en ce qui concerne le TDAH, en soi, quand tu dis que tu l'as aujourd'hui, les gens ils sont juste en mode ah bah toi aussi. En gros, c'est vraiment plus ça, en mode ah oui, j'en ai entendu parler, ok, t'as ça. En ce qui concerne le trouble autistique, là par contre, on est vraiment dans une autre catégorie. Je pense que la plupart des gens, et c'est la même chose en France en final, hein, ne comprennent pas exactement ce que c'est. C'est que Exact. le mot il est connu, tout le monde connaît quand tu dis diarrhée, quand tu dis autisme, les gens ont l'idée de l'autisme, mais derrière, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il en advient pour quelqu'un qui est dans le spectre autistique? Comment il le vit, etc. Quel effet ça a sur sa vie de tous les jours et tout? Je pense que la plupart des gens ne le savent pas, n'en sont pas conscients, parce qu'il y a encore soit un tabou, soit une méconnaissance globale de ces sujets-là. Et ça, je pense qu'on a la même ici. Et le fait que, encore une fois, on évite de mettre trop ça sur la table quand on parle, etc., fait que c'est encore plus compliqué au Japon, justement, de mettre en avant un TSA, parce que je pense qu'il y a un petit peu cette pression sociale qui, je pense, c'est un peu une pression qu'on se met à nous-mêmes aussi, hein. C'est que je pense pas qu'un Japonais il va mal réagir quand quelqu'un va dire j'ai un TSA, par exemple. Mais par contre, on a peur de le dire, parce qu'on a peur de la vision que les gens vont avoir de nous une fois qu'on aura dit qu'on a un TSA, par exemple. Moi, je sais que les gens autour de moi, c'est des gens, quand je leur ai dit, quand je leur ai parlé de ça, la plupart, ils étaient en mode assez ouvert, en me disant, bah, c'est cool si jamais ça te donne des réponses sur les soucis que t'as, parce qu'ils ont vu que j'étais très anxieux récemment, surtout récemment. Ils ont vu que je vivais très mal ces dernières années, mon anxiété et ma dépression. Donc, eux, ils sont plus réconfortants, on va dire, en me disant, bah, écoute, si derrière ça peut te donner la réponse, c'est bien. Donc, soit j'ai des très bons amis, soit les Japonais, de manière générale, bah, ils sont pas spécialement, voilà, ils ont pas une mauvaise image de la chose. Je pense Parce que oui, les que Japonais ont peur d'en parler, mais je pense pas que c'est spécialement plus mal vu que ça. En tout cas, c'est l'image que moi j'en ai. Parce que en France et même dans le monde anglophone, c'est aussi plus ou moins une trend quand même d'être autiste. J'ai pas envie de dire que c'est quelque chose de mauvais forcément, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de youtubeurs ou de podcasteurs qui en parlent, qui ont des chaînes spécialisées. Non, il y a plus des vidéos explicatives de ce que c'est. Il y a certaines personnes qui le vivent et qui expliquent, mais ça n'a pas l'air d'être une trend. J'ai pas l'impression qu'il y a plus que ça. En fait, j'ai remarqué, moi, en sortant même de tout ce qui est trouble de l'autisme ou quoi que ce soit, qu'il y a depuis quelques années, avec l'arrivée des formats short, etc., un peu une prévalence des contenus où les gens vont se définir, parfois via un vrai diagnostic, parfois non, de différents troubles, parce qu'il y a une trend, non pas autour spécifiquement de l'autisme, mais du sentiment d'être différent parce que tu as un trouble. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple, Ouais, exact. qui sont devenus connus parce qu'ils avaient, par exemple, un trouble d'identité. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus connus pour le TDAH, etc. Et ça a amené justement ce côté de trend à la chose qui malheureusement est problématique parce que, encore une fois, bah, tu as un effet Barnum qui fait son chemin derrière et tu as des gens qui vont se reconnaître dedans en disant ouah, mais du coup, quand moi j'ai une saute d'humeur, ça veut dire que je suis TDAH ou ça veut dire que je suis autiste ou ça veut dire que peut-être j'ai un trouble d'identité, etc. Et non, en fait, il faut aller voir un médecin pour en être sûr, tu vois. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez problématique. Cette traîne-là, je vais pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle m'a pas l'air aussi forte au Japon. De ce que j'ai pu en voir là, il faudrait que je creuse un peu plus. Mais ça m'a pas l'air aussi fort au Japon que ça l'est en France. Ouais. Est-ce que tu as un message ou une bouteille à la mer ou quelque chose dont on aurait dû parler et dont on n'a pas parlé? Alors, il y a une chose que je dis souvent, en sortant un petit peu de tout ce qu'on vient de dire. Déjà, pour rester vite fait une fois dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui, encore une fois, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez mal, si voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, n'hésitez pas à en parler. C'est trop important d'en parler. On a peur d'en parler. Je suis le premier à avoir eu peur d'en parler. Je pense que Raph, c'est la même chose, parce que on a peur d'être jugé, d'être mal regardé. On a peur aussi d'apprendre une mauvaise nouvelle ou ce qu'on considère comme étant une mauvaise nouvelle. Mais au final, c'est justement en parlant qu'on peut corriger un petit peu ce qui va pas et qu'on peut s'en sortir. Donc déjà, une des premières choses que j'aimerais dire, c'est ça, c'est n'ayez pas peur, même si je sais que vous avez peur pour ceux qui sont concernés. Faites le premier pas, allez-y, allez voir un spécialiste, que ce soit un psychologue, un psychiatre. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. C'est beaucoup plus important que ce qu'on pense.
Et donc ça, c'est pour ce qui concerne la conversation d'aujourd'hui. Et après, de manière plus générale, j'aime bien, je fais beaucoup de travail d'introspection personnelle sur mon parcours, sur ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il y a des gens qui, quand ils me découvrent, par exemple, ils vont voir plein de vidéos que j'ai faites, où j'explique que je fais de la télévision, que je suis acteur, que je fais de la narration, que voilà, j'ai une chaîne YouTube, que j'ai... voilà, ils vont voir un peu toutes les réussites, entre parenthèses, que j'ai pu avoir, ou toutes ces choses que j'ai pu faire, toutes ces expériences. Moi, j'aime bien rappeler le fait que, à la base, je suis juste un gamin, un peu immature, qui à 19 ans a décidé de partir à l'autre bout du monde avec une guitare sur le dos pour essayer de réaliser un rêve. Et c'est juste un enchaînement de plein de choses qui m'a permis de faire les choses que j'ai faites. Et moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, un rêve, par exemple, un objectif, essayez de le pousser au maximum, de vous donner un objectif presque irréalisable, mais c'est pas grave, c'est même une bonne chose. Plus c'est irréalisable, mieux c'est. Et essayez de voir ça comme un espèce de phare très très lointain. Et juste essayer de suivre ce chemin-là. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Juste essayez de faire des choses dans votre vie de tous les jours qui vont petit à petit vous rapprocher de ce truc-là. Et le simple fait d'essayer d'avancer pour réaliser ce rêve, cet objectif-là, ça va vous faire vivre des choses que peut-être vous auriez jamais vécu si vous n'avez pas fait ça. Parce que moi, à la base, je suis venu au Japon pour devenir musicien. Je suis pas venu au Japon pour faire de la télé, pour faire du YouTube, etc. Mais c'est en essayant de devenir musicien au Japon que j'ai vécu toutes les choses que j'ai pu vivre et que je raconte sur ma chaîne YouTube actuelle. Donc voilà, c'est un petit peu un message que j'essaie de dire aux gens. Juste, faites des choses et vous allez voir qu'en faisant des choses, ça va vous amener à faire des choses qui sont d'autant plus palpitantes et que vous auriez peut-être jamais osé ou jamais espéré pouvoir faire, et qui au final vous serez très content de les avoir faites quand vous les aurez faites. Voilà. Voilà, un énorme merci donc à Mitsu pour sa gentillesse et son énergie. On lui souhaite une bonne chance pour son parcours de diagnostic et puis dans sa vie en général. Abonnez-vous à sa chaîne si vous voulez savoir son diagnostic. Et puis si jamais cet épisode vous a apporté quelque chose, que ça soit de la connaissance ou de la matière à penser, n'hésitez pas, n'oubliez pas que vous pouvez faire les gestes qui aident pour Intensément, gestes dont je vous ai parlé en début d'épisode. Merci Intensément. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud. Arigato. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Intensément, c'est le show potentiel. Intensément, c'est le show potentiel. Redonne le ciel. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Potentiel.